Elle est l'infirmière que personne ne remarque. Celle qui encaisse les insultes, avale la colère et continue d'avancer parce qu'elle a décidé, il y a bien longtemps, que l'invisibilité était plus sûre que la visibilité. Puis 3 SUV noirs sans plaque bloquent l'entrée des urgences. Des hommes armés déferlent par les portes, emportant quelqu'un qui n'a peut-être plus que 4 minutes à vivre. Le médecin responsable se fige. La salle se fige. Ses mains cessent de trembler. En 60 secondes, elle fait quelque chose qu'aucune infirmière n'est censée savoir faire. Et un contre-amiral en 3 étoiles reste planté dans un coin, observe chaque geste en silence, avant de poser la seule question qu'elle a passé 4 ans à s'assurer qu'aucun homme ne lui poserait jamais. Le passé ne disparaît pas. Il attend simplement. Si cette histoire vous a déjà accroché, cliquez sur le bouton « J'aime tout de suite » et laissez un commentaire pour me dire dans quelle ville ou quel pays vous écoutez. Je veux savoir exactement jusqu'où ces histoires voyagent. N'oubliez pas de vous abonner et bienvenue dans les histoires de Silent Badge. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous flottez aujourd'hui, docteur. L'eau ne leva pas les yeux quand il prononça ces mots. Ça veut dire que vous suivez, vous n'êtes pas le leader. Vous surveillez, vous aidez, vous documentez. Vous ne touchez pas mes patients sans mon autorisation expresse. Nous sommes d'accord ? Dana tenait le chariot d'approvisionnement à 2 mains. D'accord. Bien. Il s'éloignait déjà. L'abbé 3 a besoin d'une prise de sang. Commencez là. Elle regarda partir le médecin. 30 ans de médecine. 30 ans à traiter les infirmières comme des meubles qui dérangeaient en parfois. Elle était au centre médical côtière de Harwich depuis 4 mois. Assez longtemps pour connaître les rythmes. Assez longtemps pour deviner qui était distrait, qui était débordé, qui fermait les yeux sur ce qui ne devait pas se voir. Assez longtemps pour devenir invisible. C'était le but. L'urgence empestait le sel et l'antisepsie. Près de la côte, l'océan s'infiltrait partout. Le lino, les murs, les coins des plaques de plafond où l'humidité formait des taches grises. Rien à voir avec le hôpital où elle s'était formée. Rien à voir avec les postes avancés à Kandahar, où l'air était pure poussière et cuivre. Tant mieux. Elle ne voulait pas de souvenirs. Dana poussa le chariot vers la baie 3. La roue se coinça sur une fissure du sol. Elle ajusta sans réfléchir. Un simple mouvement de poignet. Le même geste qu'elle avait eu des centaines de fois sur terrain accidenté, avec une civière et 200 livres d'équipement. Puis elle s'arrêta net. Doucement. Tu es infirmière de remplacement. Les infirmières de remplacement ne pivotent pas le matériel comme si elles corrigeaient à une altitude. Le patient de la B3 avait 62 ans, diabétique, hypertendu. Il était arrivé avec une sensation d'oppression thoracique et de manque d'air. Dana lut le dossier, puis le patient. Sa peau avait cette teinte grise qu'elle reconnaissait trop bien. Pas dans les manuels de soins, mais sur le terrain, chez les hommes qui approchèrent du point de non-retour que les livres ne couvraient pas. « Monsieur Allison, dit-elle en enfilant des gants. Je vais prélever du sang. Ça peut pincer une seconde. Infirmière ? Répondit-il. Je n'ai plus peur des aiguilles depuis 1987. Fair enough. Elle trouva la veine sans garrot. 3 flacons, propres, sans seconde tentative. Il suivit ses mains. Vous avez fait ça plusieurs fois, dit-il. 1 ou 2. Elle étiqueta les flacons sans lever les yeux. Militaire ? Ses mains s'immobilisèrent une demi-seconde. Puis elle pressa le coton sur son bras et sourit comme elle avait appris à le faire. Neutre, professionnel, sans information. Je suis juste une infirmière, monsieur Allison. Il l'étudia. Il avait les yeux d'un homme qui avait passé sa vie à lire les gens. Vous en êtes sûr ? Elle revint au chariot avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. L'urgence tournait au rythme du matin. Triage régulier, rien de critique. 2 accidents mineurs, une femme âgée avec une infection urinaire, une tension qu'il fallait surveiller. Une adolescente avec une épaule luxée qui pleurait plus que nécessaire. Dana passa d'une baie à l'autre, invisible par design, faisant exactement ce qu'on attendait d'une infirmière de remplacement. Elle n'exprimait pas d'opinion.
Elle ne corrigeait personne. Elle ne montrait pas ce dont ses mains étaient capables. Le docteur Lowe fit sa tournée à 10 heures. Il avançait dans le service comme un homme qui s'attendait à ce que les salles se réorganisent à son passage. Les internes le suivaient, tablettes à la main et visage parfaitement neutre, la neutralité calculée de ceux qui avaient appris à ne rien laisser paraître. Martinez. Il s'arrêta à la B7 sans regarder le dossier. Parlez-moi de ce patient. L'interne, une deuxième année nommée Sophie Martinez, commença sa présentation. Propre, organisé, bons instincts. Lowe l'interrompit à la deuxième phrase. Non, recommencez. Quelle est la plainte principale? Douleur thoracique avec irradiation dans le bras gauche. La plainte est documentée. Pression sternale. Apparition il y a 2 heures. 4/10. C'est mieux. Il se tourna vers le patient, un homme d'une quarantaine d'années en polo d'entreprise. Quand avez-vous commencé? Le patient répondit. Lowe tapa quelque chose sur la tablette sans le regarder. Puis il se tourna vers l'infirmière-chef. Troponine et BMP EKG, faites appeler la cardiologie. Pas le junior, l'attendant. Il revint vers Martinez. Vous avez commandé l'EKG en premier? J'ai commandé l'EKG et la troponine en même temps. Mauvais ordre. L'EKG en premier. Toujours. Il passa à la baie suivante. Martinez regarda le sol 2 secondes. Puis elle releva la tête. Dana rangeait le chariot de choc à 3 pieds d'elle. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Dana reprit son rangement. Elle avait travaillé avec des hommes comme Lowe avant. Pas en urgence, mais dans les salles de briefing, dans les tentes de commandement, dans ces environnements où le grade pouvait sauver ou tuer. La différence était simple. Ces hommes avaient au moins mérité le droit d'être là. Lowe, lui, avait le droit d'être condescendant en mer à niveau, dans un hôpital climatisé où la chose la plus dangereuse d'un mardi était une douleur thoracique qui se révélait être un reflux gastrique. Elle sortit un paquet de cathéters angiographiques 14, en compta, nota les dates de péremption, nota la différence sur le bordereau d'inventaire dans l'écriture minuscule et précise qu'elle avait utilisée pour les logs de mission, dans des conditions où le contrôle fin était une question de vie ou de mort. Sa main gauche était stable. Elle l'était toujours quand elle travaillait. À 11h40, Lowe s'arrêta près d'elle à la station des médicaments. Elle vérifiait la dose d'un antibiotique pour la B9. Vous êtes l'infirmière de remplacement de l'agence? Oui. Quelle agence? Coastal Staffing. J'y suis depuis 4 mois. Il la regarda comme on regarde quelque chose qu'on ne peut pas ranger. 4 mois comme remplacement? 800? Oui. La plupart des infirmières de remplacement tournent. Elle ne reste pas. Elle garda les yeux sur le registre des médicaments. J'aime bien ici. Il émit un son qui n'était pas tout à fait un rire. MMH. Il prit une tasse de café et s'en alla. La B6 a besoin d'un redémarrage de perfusion. La précédente a percé la veine. Je m'en occupe. Elle attendit qu'il tourne le coin. Puis elle posa le stylo, appuya les 2 mains à plat sur le comptoir et respira. Un souffle. Juste un. Puis elle se redressa et alla à la B6. Le patient était une femme âgée de la fin de la 70, menue, aux cheveux blancs, aux mains comme du papier. Le site de la précédente perfusion sur l'avant-bras gauche avait un hématome sous le sparadrap. Classique, veine percée, trop de pression sur un tissu fragile. Bonjour ma belle, dit la femme quand Dana entra. Vous êtes venue pour me piquer encore? Je suis là pour que ça marche cette fois. Son nom était Marguerite. Elle était hospitalisée pour déshydratation. Elle se disputait avec les infirmières depuis 3 heures parce qu'elle voulait savoir si son chat avait été nourri. J'ai appelé le voisin, dit Dana en enfilant des gants neufs. J'ai trouvé votre contact d'urgence dans le dossier. C'était le moyen le plus rapide de vous garder tranquille. Elle examina les 2 avant-bras avec soin. Les veines étaient et fragiles, visibles sous une peau devenue translucide avec l'âge. Elle regarda le dos de la main droite. Elle trouva une fine veine présente. Ça prendra 15 secondes et ça ne fera pas mal. C'est ce que la dernière a dit. La dernière avait tort. Dana glissa l'aiguille à un angle plat. Le retour de sang apparut immédiatement. Un mince filet rouge dans la chambre de la canule.
Elle avança la canule d'un geste fluide, retira l'aiguille, connecta le tuyau. Le goutte à goutte commença sans résistance. Marguerite regarda la perfusion, puis Dana. Vous êtes bonne. Merci. La dernière ne l'était pas. La précédente non plus. Vous êtes la première à regarder ma main avant de m'attraper le bras. Elle fixa le site et lissa le bord du sparadrap. Vieille habitude. Quelle habitude? Sekonaimandim. Celle qu'on construit quand on pose des perfusions sur des patients dans des hélicoptères en mouvement à altitude, dans le noir. Le genre qui vient de la pratique. Dana rangeait les déchets quand elle le sentit. Pas entendu, ressenti. Une vibration basse, plus profonde que la climatisation de l'hôpital, plus profonde que la circulation sur la route du bord de mer dehors. Elle montait à travers le sol, jusqu'aux semelles de ses chaussures, jusqu'aux os de ses chevilles. Son corps l'enregistra avant que son cerveau ne le traite. Ses mains se figèrent. Elle connaissait cette fréquence. Pas des hélicoptères, cette fois. Quelque chose de plus lourd. Des moteurs qui allaient vite et avec détermination, du genre attaché à des véhicules qui ne s'arrêtaient jamais au feu. Vous allez bien? Demanda Marguerite. Dana regardait déjà la fenêtre. Le verre dépoli du mur nord des urgences donnait sur la zone des ambulances. La lumière avait changé. Des ombres s'y mouvaient, rapides et proches. Ça va, dit-elle. Ses mains étaient complètement immobiles. La radio au comptoir de l'infirmière-chef crépita, puis crépita plus fort. Quelqu'un appuyait sur le micro sans relâcher. Harwich Coastal, priorité un transport entrante. T à 60 secondes. Libérer la première baie trauma. C'est une priorité fédérale. Je répète, libérer la baie. L'infirmière-chef, un homme robuste nommé Pierre, fixa la radio 3 secondes entières. Fédéral? Dit-il pour lui-même. La voix ne se répéta pas. Elle n'avait pas besoin. Pierre saisit le haut-parleur. Attention tout le personnel des urgences, première baie trauma, libérez la baie immédiatement. Transport priorité 1h30. Tous au poste. L'urgence bougea. Pas en panique. Le personnel était trop expérimenté pour paniquer, mais il se réorganisa comme le poids se redistribue sur un pont quand la mer change de cap. Les chariots se déplacèrent. Les infirmières reprirent position. Les internes relevèrent la tête de leur tablette. Dana se tint à l'extérieur de la baie 9 et ne bougea pas. Elle regardait la porte des ambulances. Elle compta. 50 secondes, 55, 60. Les portes s'ouvrirent. Pas des ambulances. 3 SUV noirs, vitres teintées, aucune plaque visible de cet angle. Ils s'étaient dos garés en angle, bloquant l'approche. Une formation défensive qu'elle reconnaissait des procédures de convoi qu'on lui avait brèves des centaines de fois. Les portes s'ouvrirent les unes après les autres, et des hommes en sortirent. Civils en surface. Pantalons kaki, veste sombre, chaussures propres. Mais elle vit ce que les vêtements cachaient. La façon dont ils bougeaient, l'espacement qu'ils gardaient, la manière dont 2 d'entre eux pivotèrent immédiatement vers l'extérieur, balayant la périphérie de la zone des ambulances avant de toucher à quoi que ce soit. La main droite de l'un d'eux restait dans sa veste. Ils n'étaient pas des civils. Le dernier homme à sortir du SUV arrière était différent. Plus âgé. 60 ans. Peut-être 65. Il portait un costume sans cravate et avançait comme les hommes qui ont tenu le commandement pendant des décennies. Pas vite, pas pressé, mais avec un poids qui faisait se réorganiser l'espace autour de lui. Elle ne voyait pas le grade, pas d'uniforme, mais elle le sentait. Les opérateurs ouvrirent le haillon du second SUV. La civière sortit vite. 4 hommes, 2 de chaque côté, en mouvement coordonné. L'efficacité de ceux qui avaient fait ça des centaines de fois dans des endroits pires, avec moins de moyens. Dana vit le patient à 30 pieds. Homme blanc, milieu de la trentaine, large d'épaules, la silhouette de quelqu'un qui avait entretenu sa condition physique bien après que ça ne soit plus nécessaire. Son visage était de la couleur du béton vieux. Ses lèvres avaient cette teinte bleu-gris de la mauvaise circulation. Il était conscient. Ses yeux étaient ouverts, mais sa poitrine bougeait mal, courte,
laborieuse, compensant. Elle connaissait ce visage. Ses pieds firent 2 pas vers la baie Trauma avant qu'elle ne s'arrête net. Arrête. Tu es une infirmière de remplacement. Tu n'es personne. Laisse l'attendant gérer ça. Le docteur Lowe avançait déjà. Il venait du bureau des médecins et enfilait des gants en marchant. Ce mouvement qui semblait plus sûr qu'il ne l'était. Il rencontra la civière dans le couloir. Qu'est-ce qu'on a? Un des opérateurs, grand, cheveux courts, une cicatrice sur la mâchoire gauche, répondit sans s'arrêter. Trauma opérateur. Il compense depuis 22 minutes. Lowe regarda le patient, puis l'opérateur. Quel genre de trauma? Où est l'entrée? On ne peut pas vous le dire. Je dois savoir sur quoi je travaille. Il faut le sauver. La voix de l'opérateur était plate, pas agressive, juste définitive. C'est ce que vous devez faire. Ils poussèrent les portes de la baie Trauma. Dana suivit en retrait, adossée au mur, bras le long du corps, observant. L'équipe transféra le patient sur la table de trauma avec une efficacité rodée. Les électrodes, les moniteurs. L'une des infirmières des urgences, une 3e année compétente nommée Jess, annonça les signes vitaux à mesure qu'ils apparaissaient. Tension 78/50, rythme cardiaque 122. SPO 289 et qui descendait. Lowe était au chevet avec son stéthoscope. Il écouta la poitrine, en mouvement, méthodique. Textbook. Les chiffres sur le moniteur descendirent. SPO 286. Faites-moi une radio du thorax, dit Lowe, et un échographe portable ici. L'opérateur à la cicatrice avança. Docteur, on n'a pas le temps pour les imageries. Dazampasakinya. Je dois savoir sur quoi je travaille avant de pouvoir le traiter. Son JVD est visible d'ici. Sa tension descend et ses bruits de cœur sont lointains. Vous savez ce que ça veut dire? La mâchoire de Lowe se crispa. Je ferai le jugement clinique. Les yeux de Dana glissèrent vers le cou du patient. Les veines jugulaires étaient distendues, visibles au-dessus de la clavicule même depuis l'autre bout de la salle. Elle regarda sa trachée, la référence médiane, chercha une déviation. Difficile à confirmer de cet angle, mais le patient compensait avec la position de la tête. Elle regarda son visage. Bruit de cœur étouffé, elle ne pouvait pas les confirmer sans stéthoscope, mais 2 des 3 signes de la triade de Beck étaient visibles pour quiconque savait ce qu'elle voulait dire. Veine jugulaire distendue, hypotension, et Lowe avait dit lui-même que les bruits étaient lointains, ce qui voulait dire qu'il les avait entendus et qu'il continuait d'exiger des imageries. Triade de Beck, hémopéricarde. Il y avait du sang dans le sac péricardique, du sang compressant le cœur de l'extérieur. Le cœur ne pouvait pas se remplir, ne pouvait pas pomper. Avec chaque minute qui passait, l'épanchement augmentait et la tension descendait, et il y avait un point sur cette courbe où aucune intervention ne ramènerait un homme. Elle avait vu un homme mourir ainsi une fois, dans une vallée de la province de Kunar. Elle l'avait vu mourir parce que l'hélicoptère avait été retardé, et que le médecin sur place n'avait pas eu sa formation à elle. Elle avait 24 ans. Elle avait su exactement quoi faire. Elle n'avait pas eu l'autorité. Cet homme avait un nom. Elle le connaissait encore. Le moniteur sonna. Rythme 130, SPO 284. Lowe commanda un nouvel échographe portable. Le technicien bougeait déjà, mais la machine était dans le coin, et il fallait du temps pour la mettre en place. Et le temps, c'était la seule chose qu'il n'avait pas. L'homme du costume entra par les portes de la baie Trauma. Il n'avait pas couru. Il se dirigea vers le mur latéral, et se tint là, observant avec la quiétude de quelqu'un qui avait vu des choses se dérouler des centaines de fois, et qui décidait s'il devait intervenir. Ses yeux parcoururent la salle. L'équipe. Dana qui restait contre le mur opposé. Il ne s'attarda pas sur elle. Mais il l'enregistra. Elle le sentit. L'opérateur au chevet, à la cicatrice, la voix comme du gravier, regarda l'homme du costume. Une communication silencieuse passa entre eux que Dana n'entendit pas. Puis l'homme du costume regarda le moniteur, puis Lowe. « Docteur ?» dit-il. Sa voix était du genre qui avait donné des ordres dans des salles plus grandes,
avec des enjeux plus élevés. Quelle est votre évaluation? L'eau connectez la sonde de l'échographe. On travaille dessus. Daddy. On n'a pas le temps de travailler dessus. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? L'eau hésita. Possible pneumothorax de tension. Peut-être hémothorax. Je veux confirmer. Sa trachée n'est pas déviée, dit Dana. La salle devint silencieuse. Elle n'avait pas prévu de parler. Les mots sortirent comme un réflexe, plus vite que la décision, plus vieux que 4 mois d'invisibilité soignée. L'eau se tourna vers elle. Pardon? Sa trachée n'est pas déviée. Elle se repoussa du mur, fit 3 pas vers le lit. Si c'était un pneumothorax de tension, vous verriez un décalage. Son JVD est bilatéral. Sa tension descend depuis plus de 20 minutes sans que le rythme respiratoire change. Elle regarda le moniteur. Ce n'est pas ses poumons. C'est son cœur. L'eau la fixa. Vous êtes une infirmière de remplacement. Triade de bec. 2 des 3 sont visibles d'ici. Vous avez dit vous-même que les bruits étaient étouffés. Elle le regarda, stable, plate. C'est une tamponnade. Le moniteur sonna encore. Rythme 140, SPO 282, tension 64 sur 40. L'opérateur à la cicatrice regarda l'homme du costume. L'homme du costume regarda Dana. Pouvez-vous le traiter? Dit-il. Et c'était la question qu'elle avait passé 4 ans à s'assurer qu'aucun homme ne lui poserait jamais. La salle retint son souffle. Dana regarda l'homme du costume, puis le patient, puis le moniteur qui indiquait 62 sur 38 et la SPO2 qui glissait vers 79. Elle regarda ses mains. Elle ne tremblait pas. Oui, dit-elle. L'eau se plaça entre elle et le lit. Vous sortez de votre périmètre. C'est une procédure de médecin attendante. Vous ne... Alors faites-le. Elle le regarda droit dans les yeux. Maintenant. Approche subxiphoïdienne. Aiguille spinale 18 gauche, inclinée à 45 degrés vers l'épaule gauche. Faites-le, et je reste ici à regarder. Allez, l'eau ne dit rien. 2 secondes, 3. Le moniteur sonnait sans discontinuer. La tonalité soutenue d'un patient dont le cœur essayait de faire quelque chose qu'il ne pouvait plus faire. Bouge, dit Dana. Elle ne le poussa pas. Elle n'avait pas besoin. Elle contourna l'eau avec la certitude de quelqu'un qui sait exactement où elle va, et cette certitude créa de l'espace. Les gens bougèrent. Comme quand quelqu'un qui connaît sa destination entre dans une salle où tout le monde cherche encore sa place. Jess était déjà à l'armoire des fournitures. Elle avait entendu le mot procédure, et ses mains bougeaient avant que son cerveau ne rattrape. Dana la regarda. Aiguille spinale 18 gauche, 10 cm3 de seringue, champ stérile, bétadine. Elle attrapa des gants dans la boîte, les enfila en un geste rodé. Et donnez-moi un hémostat. Vous n'êtes pas autorisé à... L'homme allait mourir dans les 3 prochaines minutes, dit Dana une seule fois, plate, définitive. Vous pouvez remplir les papiers après. Jess posa le plateau sur le rail latéral. Dana regarda le patient. Ses yeux étaient encore ouverts à peine. Le gris de son visage s'était approfondi. Sa respiration était courte et fausse. L'effort de compensation d'un homme dont le cœur était comprimé de l'extérieur. Et elle posa la main sur son avant-bras. Ferme. Le genre de contact qui disait la certitude. Je vous tiens. Ne bougez pas. Ses yeux la trouvèrent. Quoi qu'il ait vu, c'était suffisant. Il arrêta de lutter. Elle inclina le lit de 15 degrés. Elle trouva le processus xiphoïde avec sa main gauche, la petite saillie osseuse à la base du sternum, et identifia le sillon subxiphoïde. Le couloir étroit entre l'os et le cœur, où inclinée correctement, elle pouvait atteindre le sac péricardique sans toucher au myocarde. Si elle se trompait, elle percerait le cœur et le tuerait plus vite que la tamponnade. Elle l'avait fait avant. 3 fois sur le terrain. Une fois en province d'Helmand, sur un opérateur SAS britannique sous le feu avec une lampe frontale et pas d'imagerie. Une fois à Mossoul sur un ranger qui était là depuis 19 minutes. Une fois sur un chef d'équipage de l'Air Force dans un canyon où aucune imagerie n'aurait pu arriver à temps. Les 3 avaient survécu.
Personne ici ne le savait. Bétadine. Jess désinfecta le site d'entrée. L'odeur antiseptique monta propre et tranchante. Dana prit l'aiguille spinale. 18 gauges, 3,5 pouces. Elle attacha la seringue de 10 cm3 et tira légèrement le piston. Pression négative maintenue tout au long. Elle sentait le changement qui lui dirait qu'elle était au bon endroit. Elle plaça la pointe au bord gauche du processus exiphoïde, inclinée vers l'épaule gauche à 45 degrés. Elle respira. Avança. Tissu sous-cutané d'abord, puis le léger changement de densité quand la pointe traversa la couche fibreuse extérieure du péricarde. La seringue se remplit. Sang sombre, non pulsatile, veineux. La bonne couleur, la bonne consistance. Du sang qui était resté dans le sac péricardique sous pression. Pas le rouge brillant artériel d'un cœur percé. Elle arrêta d'avancer, tirant 10 cm3. Elle détacha la seringue sans bouger l'aiguille. La tendit à Jess. Reconnecta une vide. Tension qui remonte, dit Jess. 72/50. Plus de sang. L'épanchement était important. Hémorragie post-traumatique d'une blessure pénétrante dont elle n'avait toujours pas le lieu. Elle attacha l'hémostat à l'aiguille au niveau de la peau, le bloqua pour qu'il ne bouge pas, et le tint fermement. Elle tira 2 fois de plus. 88/60. Jess. Puis 92/64. La tonalité du moniteur changea. L'alarme s'arrêta. La salle l'entendit. L'alarme urgente soutenue laissa place au rythme d'un cœur qui pouvait se remplir à nouveau. Un cœur qui avait été étranglé et qui respirait maintenant. La forme s'ordonna à nouveau. Un motif. Un pouls qui voulait dire qu'une personne était encore dans le corps sur la table. Rythme cardiaque descendit de 140 à 116, 104, 92. SPO2 monta. 83, 87, 91. Les yeux du patient changèrent. D'Alf close à ouvert, d'absent à présent, regardant le plafond avec l'expression de quelqu'un qui venait juste de revenir d'un endroit où il n'aurait pas dû. Dana tint l'aiguille stable et garda les yeux sur le moniteur. 60 secondes, pile. La salle ne bougea pas un instant après que l'alarme s'arrêta. Cette quiétude particulière qui suit quelque chose que personne n'a de mots pour. La quiétude de gens qui révisent de ce qu'ils pensaient savoir. L'eau était adossée à l'armoire des fournitures. 90 secondes sans bouger. Gants encore aux mains. Le visage d'un homme qui regarde quelque chose que son cadre n'explique pas. Jess regardait les mains de Dana. Juste elle. L'opérateur à la cicatrice se tenait au pied du lit, bras le long du corps. Pas encore de gratitude. Quelque chose de plus immédiat. Un soulagement si grand qu'il n'avait pas encore pris forme. Dana vérifia l'emplacement de l'aiguille, vérifia l'hémostat. Le drainage ralentissait, l'épanchement aigu soulagé, le cœur qui se décomprimait. Il aurait besoin d'imagerie et d'une consultation chirurgicale. L'aiguille remplacée par un cathéter indwell si l'épanchement réaccumulait. Mais la crise immédiate avait une autre réponse qu'il y avait 60 secondes. Il ne mourrait plus. Elle prit conscience de l'homme du costume. Il n'avait pas bougé du côté opposé de la salle. Il n'avait pas parlé depuis qu'il avait demandé si elle pouvait le traiter. Il n'avait pas regardé son téléphone, ni le moniteur, ni l'équipe. Il l'avait regardé avec la quiétude de quelqu'un qui ne ratait rien et qui décidait quoi faire de ce qu'il avait vu. Elle garda les yeux sur le patient. Il a besoin d'une CT du thorax dès qu'il sera stable pour bouger, dit-elle. Cardiologie chirurgicale dans cette salle dans les 10 prochaines minutes. L'aiguille doit être remplacée par un cathéter indwell si l'épanchement réaccumule. Elle regarda Jess. Faites appeler la CT. Tamponnade cardiaque post-traumatique, décompressée, en attente de consultation chirurgicale. Ces mots exacts. Compris. Jess bougeait déjà. Dana regarda le patient. Sa couleur s'était améliorée. Pas encore bonne, mais plus que du béton gris. Ses yeux suivaient. Il la regarda avec l'expression d'un homme qui essayait de traiter trop de choses à la fois. « Vous allez vous en sortir, » dit-elle, pas doucement. Rapport d'état. Il entendit la différence. Sa mâchoire se crispa. Sa poitrine se déplaça dans un rythme plus régulier.
Merci, dit-il, rauque et compromis mais sincère. Dana recula du lit et fit la seule erreur de regarder vers le côté opposé de la salle. L'homme du costume la regardait. Les yeux de quelqu'un qui avait passé des décennies à lire les gens dans des environnements à haute pression. Pas soupçonneux, pas accusateur, juste enregistrant tout avec une précision qui ne ratait rien. Grand, bâti comme quelqu'un qui maintenait sa condition bien après que la plupart des hommes l'arrêtent. Cheveux gris acier, coupés courts, pas d'uniforme, pas d'insigne visible. Mais elle avait passé 10 ans autour d'hommes qui portèrent le grade. Elle pouvait lire ce qui n'était pas visible aussi clairement que ce qu'il était. 3 étoiles au minimum. Il marcha vers elle. Dana ne bougea pas. Elle retira ses gants et les jeta dans la poubelle. Elle prit le bordereau de documentation et cliqua son stylo. Il s'arrêta à 6 pieds de loin d'elle. La salle bougeait derrière lui. Jess au téléphone, opérateur resté près de leur homme, un interne fit un signe de la main depuis la porte. Dans l'espace entre Dana et l'homme du costume, il y avait le silence. « D'où avez-vous appris ça ?» dit-il. « L'eau. Direct. » La voix de quelqu'un qui soupçonnait déjà la réponse et qui lui offrait la chance de la lui donner avant qu'il n'aille la trouver autrement. Dana regarda son bordereau. L'école d'infirmière couvre la péricardiosynthèse d'urgence dans le programme de soins critiques. Non, dit-il. Elle ne le couvre pas comme ça. Elle écrivit l'heure. 11h58. Pas comme ça, continua-t-il. Sans imagerie, sans échographie guidée, sans autorisation de médecin attendante, et sans une seconde d'hésitation. Cette technique, l'angle, la pression négative maintenue tout au long de l'insertion, l'hémostat au niveau de la peau. C'est un protocole spécifique. Un protocole très spécifique. Dana ne leva pas les yeux. J'ai lu beaucoup. Je suis sûr que vous l'avez fait. Elle écrivit l'approche. Subxiphoïde. Angle 45 degrés vers l'épaule gauche. Jauge 18 G spinale. Qui êtes-vous ? dit-il. Elle le regarda alors, directement. Son visage ne lui dit rien, ce qui lui dit tout. Seuls les gens qui ont passé beaucoup de temps contrôlent parfaitement leur visage. Dana Reeves, dit-elle. Infirmière de remplacement, agence de staffing côtière. Elle regarda le patient. Votre homme a besoin de cette consultation chirurgicale. La pression tient, mais l'emplacement du cathéter a besoin de confirmation par imagerie quand il sera stable. L'homme du costume la regarda 3 secondes de plus que confortable. Puis il sortit son téléphone, tourna légèrement et appela. Elle n'entendit pas les mots. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait la forme de cet appel. Court, précis, routé par des canaux que la plupart des civils ne connaissaient pas. Elle en avait passé des centaines, depuis les téléphones satellites dans des endroits sans signal, appelant pour un statut sur un opérateur récupéré et stable, et dont l'identité devait être confirmée. Elle se tourna vers l'évier et lava ses mains. L'eau coula sur ses avant-bras. La cicatrice de brûlure sur son avant-bras gauche capta la lumière, une bande pâle et définie qui courait 4 pouces vers le coude. Dommage profond. Le genre qui guérit comme la peau guérit quand les conditions n'étaient là pas idéales. Elle coupa l'eau. Le docteur Lowe était à 3 pieds derrière elle, bras croisés. Le visage d'un homme dont la certitude sur la façon dont le monde fonctionne venait d'être interrompue par quelque chose que le monde n'aurait pas dû pouvoir faire. Dzuzim. Vous allez m'expliquer, dit-il doucement, exactement ce qui vient de se passer. Dana essuya ses mains. J'ai effectué une péricardiosynthèse d'urgence sur un patient avec la triade de Beck, qui aurait arrêté dans les 2 ou 3 prochaines minutes sans intervention. Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette procédure. Il est vivant. Elle plia le papier absorbant. Je prends l'écriture. La mâchoire de Lowe bougea. Cette procédure peut tuer un patient si elle s'est faite mal. Je sais. Elle le regarda droit dans les yeux. C'est pour ça qu'elle devrait être faite correctement. Elle jeta le papier dans la poubelle. La première fois que je l'ai faite, j'étais à 9000 pieds en province d'Helmand. Je n'avais pas de plateau. J'ai utilisé ce que je pouvais atteindre et improvisé le reste. Une pause. Il a survécu aussi. Elle marcha vers la baie Trauma. Derrière elle, elle entendit Lowe dire son nom à quelqu'un d'autre. Pierre au comptoir. Elle l'entendit saisir un téléphone.
Elle ne se retourna pas. L'homme du costume était toujours au téléphone, tourné vers le coin opposé. Elle vit la ligne de ses épaules, la posture de quelqu'un qui rangeait les nouvelles informations contre ce qu'il savait déjà, arrivant à une destination précise. Il baissa le téléphone. Leurs regards se croisèrent à travers la baie Trauma. Il tenait le téléphone loin de son oreille. « Maître sergent, dit-il. Pas une question. » Dana ne le confirma pas. Elle tint le regard de l'amiral 3 secondes. Puis elle regarda le bordereau de documentation encore dans sa main et cliqua son stylo. « Reeves, dit-elle. Dana Reeves, infirmière de remplacement. » L'homme du costume la regarda écrire les mots. Il laissa le silence s'installer un moment, comme les hommes qui sont habitués à recevoir de l'information laissent les silences s'installer. Pas inconfortable, juste présent. « Contre-amiral Marcus Thorne, dit-il. Commandement des opérations spéciales navales. » Il ne tendit pas la main. L'appel que je viens de passer était à la FSOC. Commandement des opérations spéciales de l'Air Force. Ils ont tiré un dossier pour moi. Il marqua une pause. Ça leur a pris environ 90 secondes. Dana garda les yeux sur le papier. Date. Ligne de signature de l'infirmière attendante. Elle écrivit son nom. Votre nom légal complet est Dana Elizabeth Reeves, continua Thorne. Sa voix était égale, presque conversationnelle. Nadebi Sumansi. Vous vous êtes engagé dans l'Air Force à 19 ans, sélectionné pour l'entraînement PJ à 21 ans, terminé INDOC, réussi saut en chute, plongée de combat, sœur et certification d'infirmière paramédicale en 18 mois. 12 ans de service. Déployé en Afghanistan 2 fois, en Irak 1 fois, et un autre lieu qui n'est pas dans le dossier auquel j'ai accès. Il marqua une pause. Vous avez été médicalement séparé à 29 ans comme maître sergente avec une Purple Heart, une Bronze Star avec dispositif Valor, et une mention que je m'estime classifiée à un niveau de sécurité que je ne suis pas obligé de connaître. Il pencha légèrement la tête. Vous travaillez depuis 4 ans dans des contrats civils d'infirmière sous votre nom légal, qui n'est pas un nom de jeune fille. Juste un nom. Dana termina de signer le document. « Comment je me débrouille ?» demanda Thorne. « Nuzibetoe. » Vous avez de bons chercheurs. Elle posa le stylo. « Votre homme a besoin de sa CT. Le drainage tient, mais l'épanchement peut réaccumuler s'il y a une hémorragie continue. » Je sais. Il ne bougea pas. Il aura sa CT. J'ai besoin de 60 secondes de votre temps. Vous pouvez avoir les 60 secondes pendant que je l'accompagne à la radio. Thorne n'eut presque pas un sourire. Ce n'était pas tout à fait un sourire. C'était l'expression de quelqu'un qui reconnaissait une qualité qu'il avait passé longtemps à chercher. D'accord. Dana marcha jusqu'au chevet du patient. Le cil, son nom-tape était tombé pendant le transport, et personne ne l'avait remplacé. Était plus alerte maintenant. La couleur revenant en taches irrégulières sur son visage. L'amélioration circulatoire qui progressait de son centre vers l'extérieur. Ses yeux la suivirent quand elle apparut dans son champ de vision. Elle vérifia l'hémostat, la ligne, les signes vitaux sur le moniteur. 94 sur 62, rythme 88, SPO 293. Toujours avec moi ? dit-elle. Rains, dit-il. Sa voix était du papier de verre, basse et rauque. Chief Petty Officer Rains. Bien. Rain, je vous tiens. Sa main monta et trouva son poignet. Pas en saisissant. Il n'avait pas la force. Juste posé, comme une ancre. Je vous connais, dit-il. Dana ne le regarda pas. Elle garda les yeux sur le moniteur. Vous êtes sous beaucoup de médicaments. Pas tant que ça. Sa prise, faible comme elle était, ne relâcha pas. Rook. Le mot tomba dans la salle comme quelque chose de jeté d'une hauteur. Derrière elle, elle entendit le chef à la cicatrice se figer complètement. Elle le sentit. La qualité de ce silence qui n'est pas l'absence de mouvement, mais la présence d'une attention extrême. Vous êtes confus ? dit Dana. Plat. Reine vous regarda. Ses yeux, malgré tout, étaient clairs. Vous m'avez tiré d'un lit de rivière dans le Korengal. Vous êtes allé seul. Votre équipe était coincée.
Il marqua une pause pour respirer. J'étais à 19 minutes de saignement. Vous m'avez dit que le temps était mieux à Colorado. Une autre pause. Vous n'étiez pas en train de plaisanter. La salle était très silencieuse. Dana ne dit rien. Le chef Dawson, l'opérateur à la cicatrice, fit un pas en avant. Il la regardait comme on regarde quelque chose dont on a entendu parler pendant des années et qu'on reconnaît soudain. Vous êtes Rook, dit-il. Pas une question, une confirmation. Je suis une infirmière de remplacement, dit Dana. Vous êtes le maître sergent pararescue Dana Reeves, call sign Rook, chef d'équipe PJ, 24e escadron de spécialité, Bagram 2016 à 2019. La voix de Dawson avait perdu son bord tactique. Ce qui restait dessous était plus proche du respect, ce qui n'était pas une expression qui allait sur un visage comme le sien et qui semblait presque faux. Dezikendenden. Vous avez sauvé 8 opérateurs à Kunar en 2018 pendant l'opération Sayar Valley. Vous êtes revenu 3 fois. Vous avez pris une balle dans la cuisse à la 3e tentative. Il marqua une pause. Le commandant du bataillon de Rangers vous a proposé la médaille d'honneur. La recommandation a été downgradée. Je sais, j'y étais. Les mots la frappèrent entre les côtes. Elle se tourna vers lui, regarda son visage. La cicatrice, l'arrangement particulier de ses traits, plus âgée maintenant, usée différemment qu'elle ne se souvenait, mais là. Dawson, dit-elle. Ouais, sa mâchoire se crispa. Vous m'avez porté 200 mètres sous le feu. J'avais un saignement fémoral et un poumon perforé, et vous m'avez porté 200 mètres. Il soupira. Puis vous êtes revenu pour Martinez. Les mains de Dana étaient très stables. La baie Trauma avait la qualité d'une salle où les gens avaient arrêté de faire semblant d'être occupés par autre chose. Jess se tenait près de l'armoire des fournitures avec une poche de sérum à la main qu'elle avait oubliée. L'interne dans la porte n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes. Même Pierre au comptoir, visible à travers la fenêtre, avait arrêté de taper. Thorne se tenait au bord de la baie et ne dit rien. Il regardait avec l'expression d'un homme qui avait soupçonné quelque chose et qui avait maintenant la confirmation, bien plus complète qu'il ne l'avait anticipé. Les portes doubles des urgences s'ouvrirent. La femme qui entra portait un tailleur et l'expression de quelqu'un qui avait été interrompu au milieu de quelque chose d'important et qui était très mécontente. Derrière elle venait Pierre, l'air désolé, et 2 gardes de sécurité de l'hôpital. « Directrice S, dit Pierre, c'est la situation que j'ai décrite. Je peux voir la situation. » La directrice Carol S regarda la salle. Les hommes armés dont elle ne savait pas trop quoi faire, Thorne en costume, Rains sur la table avec le matériel médical attaché, et puis Dana debout au chevet. Ses yeux se tournèrent vers Lowe, qui n'avait pas quitté la salle. Docteur Lowe. Cette infirmière, dit Lowe, a effectué une procédure cardiaque invasive sans autorisation, sans surveillance de médecin, et en violation directe de sa pratique autorisée. Je veux qu'elle soit retirée de cette structure et que le service juridique de l'hôpital soit au téléphone. S regarda Dana avec l'expression prudente de quelqu'un qui choisit le chemin de moindre résistance. Infirmière Reeves, je vais devoir vous demander de sortir avec la sécurité pendant que nous réglons ça. Elle reste. La voix de Thorne n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Hess se tourna vers lui. Je suis désolé, qui êtes-vous ? Contre-amiral Marcus Thorne, commandement des opérations spéciales navales. Il ne haussa pas la voix. Il n'en avait pas besoin, non plus. Le patient sur cette table est un opérateur fédéral en déploiement classifié actif. Cette structure est devenue un actif médical fédéral le moment où mon équipe l'a amené à travers votre porte sous autorité médicale d'urgence fédérale, qui supersède les procédures de fonctionnement standard de votre hôpital et les objections de périmètre de votre médecin attendante. Il regarda S avec le calme de quelqu'un qui avait fait des déclarations comme ça dans des endroits encore moins confortables. L'infirmière reste. Vos personnels de sécurité peuvent attendre dehors. S cligna des yeux. Vous ne pouvez pas simplement déclarer des Jedujitoe. Les papiers sont déjà déposés. Vous en aurez une copie dans l'heure. Thorne jeta un regard aux gardes de sécurité. Merci de votre temps. Les gardes regardèrent S. S regarda les gardes. Puis elle regarda Thorne et fit le calcul que les gens font quand ils comprennent qu'ils n'ont aucun mouvement viable. Ce n'est pas fini, dit-elle. À qui ? Cela n'était pas clair.
Non, concorda Thorne. Ce n'est pas fini. S sortit. Les gardes de sécurité suivirent. Pierre resta, incertain de ce qu'il devait faire, et finit par se diriger vers le comptoir. L'eau n'avait pas bougé. Ses bras étaient toujours croisés. Son visage avait changé par plusieurs expressions dans les 2 dernières minutes et était arrivé à quelque chose qui ressemblait à un homme debout au bord de quelque chose dont il ne pouvait pas reculer. Elle n'est pas qualifiée, dit-il à Thorne. Quel que soit son passé, quelle que soit son histoire, elle n'est pas un médecin. Elle a effectué une procédure qui aurait pu tuer. Et elle ne l'a pas fait. Thorne regarda le moniteur. 96 sur 68. Rythme 84. Parce qu'elle l'a fait correctement. Ce n'est pas le point. C'est le seul point qui compte dans une baie trauma, docteur. La voix de Thorne était encore égale, encore sans chaleur. Le point, c'est si votre patient est vivant. Il l'est. Ahmed dit. Posez-vous la question pourquoi. La mâchoire de l'eau bougea. Dana ne dit rien. Elle vérifia l'hémostat de Rennes une dernière fois et regarda Jess. La CT est prête? Prête et en attente, dit Jess. Allons-y. Ils bougèrent Rennes vers la CT à 12h17. Dana marcha avec la civière, une main posée sur le rail latéral, surveillant l'emplacement de l'aiguille à travers le couloir. Thorne marcha à côté d'elle. Dawson et un autre opérateur encadrèrent l'arrière. Le couloir de l'hôpital était du genre de couloir qui ressemblait au même midi qu'à minuit. Fluorescent, implacable, la lumière particulière institutionnelle qui ne flattait personne. Dana avait passé assez de temps dans des couloirs comme celui-ci pour arrêter de les voir. Elle les vit aujourd'hui. Elle vit les internes qui arrêtèrent de parler quand le groupe passa, le préposé qui se plaqua contre le mur pour les laisser passer. L'infirmière chef du 3e étage qui se pencha de la porte et se pencha ensuite à nouveau. Vous avez disparu, dit Thorne, pas accusateur, factuel. Je me suis séparé. Vous vous êtes séparés puis vous avez disparu. Il y a une différence. Il garda le rythme avec la civière. Séparation médicale sous conditions honorables, avantage complet, accès au service VA, puis 4 ans de contrat civil d'infirmière, jamais dans la même ville, plus de 6 mois, jusqu'ici. Dana regarda devant elle. J'aime la côte. Vous avez un plan de gestion du PTSS sur fichier avec une thérapeute VA que vous avez arrêté de voir il y a 14 mois. Elle ne répondit pas. Je ne dis pas ça pour vous embarrasser, dit Thorne. Je dis ça parce que j'ai lu votre dossier, et je veux que vous sachiez que je l'ai lu. Tout. Pas la version rouge actée. Les roues de la civière grincèrent sur une fissure du lino. Dana ajusta sa prise sur le rail. L'opération Sayar Valley, 2018, dit Thorne. Le rapport d'après-action liste 7 survivants. Votre propre rapport en liste 8. Amen anicité sitam. Il y avait une différence dans le décompte initial. La différence était un lieutenant SEAL nommé Marcus Rains, qui n'était pas sur le manifeste d'extraction original parce qu'il avait été séparé de son élément pendant le contact initial et qui n'a pas été confirmé comme casuel avant que vous ne le trouviez. La voix de Thorne resta égale. Vous l'avez trouvé 19 minutes dans son saignement exsanguinant. Le consensus médical à l'époque était que personne ne survit à un saignement artériel fémoral au-delà de 12 minutes sans intervention. Le consensus avait tort à cause de vous. Thorne la regarda. Vous avez sauvé des gens qui ne devaient pas survivre depuis 10 ans, maître sergente, dans des conditions qui auraient brisé la plupart des médecins, encore moins la plupart des infirmières paramédicales. Vous l'avez fait parce que c'est qui vous êtes. Et puis 2 de vos coéquipiers sont morts sur une extraction qui a dérapé. Et vous avez décidé que cette personne, celle qui sauvait des gens qui ne devaient pas survivre, était trop dangereuse pour continuer. La gorge de Dana se serra. Elle ne répondit pas. Ils arrivèrent à la salle CT. Le technicien attendait, un jeune homme de la vingtaine qui regarda le groupe arriver et fit un recalibrage rapide de ce qu'il pensait que serait sa journée. Dana lui donna le résumé clinique. Il hocha la tête et commença à positionner la machine. Rennes leva les yeux vers elle depuis la civière. Sa couleur avait continué d'améliorer. Il luttait contre la sédation. Elle le voyait dans la tension autour de ses yeux, l'effort délibéré pour rester présent.
Vous n'aviez pas besoin de revenir, dit-il. J'étais déjà là. Je veux dire la seconde fois, dans le Korengal. Sa voix était encore rauque, mais plus stable. Vous m'avez sorti. Votre équipe a été extraite. Vous êtes revenu seul pour Martinez. Dana vérifia l'hémostat une dernière fois. Il était vivant. Il était à peine vivant. À peine vivant, c'est vivant. Elle le regarda. Restez tranquille pour la CT. Ne bougez pas votre torse. Ren la regarda un moment avec l'expression de quelqu'un qui avait autre chose à dire et qui comprenait que ce n'était pas le moment. Il s'allongea. Thorne se plaça à côté de Dana pendant que la CT commençait. Ils se tinrent dans le couloir d'observation, regardant à travers le verre pendant que la machine commençait ses rotations. « Pourquoi Harwick ?» dit-il. « Spécifiquement. » Dana regarda la scan. « Une amie m'a parlé d'elle. Poste calme près de l'eau. Vous saviez qu'il y avait une équipe SEAL opérant dans cette zone. » Elle ne dit rien. « Pas en les cherchant, » dit Thorne. « Juste en sachant qu'ils étaient là. Assez proches si quelque chose arrivait. » La machine vrombit. Les images commencèrent à se construire sur l'écran. Coupe transversale d'une poitrine. L'espace péricardique. Le cathéter en place. L'épanchement plus petit maintenant qu'à l'arrivée. « Vous ne pouvez pas arrêter d'être qui vous êtes, » dit Thorne. « Vous avez juste déplacé quelque chose où qui vous êtes pouvait être utile sans être visible. » Il marqua une pause. « Ce n'est pas la retraite, c'est un genre différent de service. » La mâchoire de Dana se crispa. « Je suis une infirmière. Oui, une infirmière qui vient de réaliser une péricardiosynthèse de terrain avec la technique, l'angle et le jugement clinique d'un maître sergent para-rescue de 10 ans au milieu d'une urgence civile. » Thorne la regarda. « Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. » Le technicien de la CT apparut dans la porte. « Les images sont prêtes. L'épanchement est significativement réduit. La chirurgie cardiothoracique est en train de s'activer maintenant. Merci. » Dana regarda les images. L'espace péricardique était clair de liquide significatif. L'emplacement du cathéter était correct. Elle l'avait su depuis le début, mais voir la confirmation était une chose séparée. Il aura besoin de la salle d'opération pour traiter la source. Il y a une blessure pénétrante à haute vitesse au péricarde lui-même. L'épanchement réaccumulera sans réparation chirurgicale. Le technicien hocha la tête et retourna dans. Thorne regarda les images. Vous savez lire les CT. Les PJ sont formés à l'interprétation avancée de la radiologie. La plupart des infirmières civiles ne le sont pas. Non ? Dana se détourna du verre. Elles ne le sont pas. Elle marcha vers l'urgence. Thorne marcha avec elle. Dawson tomba derrière, silencieux, portant le poids de quelqu'un qui avait dit ce qu'il avait à dire et qui attendait maintenant la prochaine chose. À la jonction du couloir, la séparation entre CT et l'urgence principale, Dana s'arrêta. Elle se tourna et affronta Thorne directement pour la première fois depuis qu'il avait prononcé les mots. « Maître sergent ». Ses mains étaient le long du corps. Son dos était droit. Pas la courbe délibérée qu'elle avait passé 4 mois à maintenir. La posture de quelqu'un qui essayait de prendre moins de place, juste droit, le sien. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit-elle. Thorne la regarda. « Maintenant ? Pour maintenant, pour que vous retourniez dans cette urgence et finissiez votre service. Et après ? C'est une conversation pour quand votre patient sera sorti de la chirurgie et que vous aurez eu le temps de vous asseoir. » Il marqua une pause. « Mais je vais vous dire ça. Le programme de formation médicale des opérations spéciales navales essaie de développer un programme d'intégration trauma civil depuis 2 ans. Enseigner aux opérateurs comment fonctionner dans des environnements médicaux civils et enseigner au personnel médical civil à soutenir les opérateurs en situation de crise. La personne qui dirige ce programme a besoin d'expérience médicale de combat, d'expérience médicale civile et de la capacité de travailler dans les 2 mondes sans compromettre ni l'un ni l'autre. » Il tint son regard. « Je le cherche depuis 14 mois. » Dana resta silencieuse. « Je n'ai pas demandé à vous de retourner dans le service, » dit Thorne. « Je vous demande d'envisager que ce que vous êtes, en ce moment, les 2 choses en même temps, pourrait être exactement ce qui est nécessaire. »
Il se tourna et marcha vers la CT pour attendre le transfert chirurgical de Rain. Dana se tint dans le couloir. Puis elle se tourna et marcha à nouveau dans l'urgence. Lo était au comptoir de charge quand elle entra par les portes. Il avait un téléphone à l'oreille et le dos partiellement tourné. Il la vit arriver. Il dit quelque chose dans le téléphone et raccrocha. Il se plaça sur son chemin. Pas bloquant. Le couloir était assez large pour passer, mais sur son chemin, avec la présence délibérée de quelqu'un qui avait décidé que c'était le moment. « J'ai parlé à la commission médicale, dit-il, et à notre assureur responsabilité. » Sa voix était basse, contrôlée. La voix de quelqu'un qui réorganisait autour d'une nouvelle approche. Quelle que soit l'autorité fédérale dont parle l'amiral, le fait reste que vous avez effectué une procédure cardiaque invasive en dehors de votre périmètre de pratique. C'est une question de licence. L'autorité fédérale n'entre pas dans la licence d'État. Dana s'arrêta. Elle le regarda. 4 mois à ne pas le regarder. À le regarder de côté, à travers lui, à quelque chose de légèrement à sa gauche. L'évitement particulier de quelqu'un qui comprenait que le contact direct avec des hommes comme lui était une escalade qu'ils utiliseraient. Pas maintenant. Vous avez entendu la triade de Beck, dit-elle. Avant que je ne parle. Vous avez entendu les bruits de cœur étouffés et vous avez commandé des imageries. La mâchoire de Lo se crispa. J'étais en train de rassembler des informations pour... Vous étiez en train de gagner du temps. La voix de Dana était au même volume qu'elle l'avait été toute la journée. Calme. Mais l'égalité avait changé. Pas parce que vous ne saviez pas ce que c'était, mais parce que vous saviez ce que c'était, et que vous ne saviez pas comment le traiter, et que vous ne vouliez pas le dire devant vos internes, devant les opérateurs, devant qui que ce soit. Elle marqua une pause. Alors vous avez commandé des imageries, parce que les imageries achetèrent du temps, et le temps était la seule chose que ce patient n'avait pas. Le visage de Lo rougit. Vous ne savez pas ce que je pensais. Je sais ce que j'ai vu. J'ai tenu assez de B-trauma pour savoir la différence entre un médecin qui rassemble des informations et un médecin qui gère son propre incertitude. Elle tint son regard. La procédure que j'ai effectuée est dans le manuel TCCC. Elle est dans les lignes directrices ATLS. Elle a été documentée et pratiquée par le personnel médical militaire pendant 25 ans. Elle a sauvé la vie de cet homme. Vous pouvez remplir ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Elle marqua une pause. Mais quand la commission médicale demandera qui a sauvé l'opérateur fédéral et qui commandait un échographe portable pendant qu'il mourait, les 2 réponses seront dans ce dossier. Lo fixa la sienne. Pendant un long moment, aucun des 2 ne bougea. Vous êtes toujours juste une infirmière, dit-il. Les mots sortirent plus petits qu'il ne l'avait voulu. La diminution visée à elle atterrit sur lui à la place. Oui, dit Dana. Je le suis. Elle contourna Lo et retourna au travail. L'après-midi passa comme les après-midi en urgence passent, implacablement, sans égard à ce qui s'était passé le matin. Un ouvrier de la construction avec une lacération à la main, un homme âgé avec une fracture de hanche, un enfant avec de la fièvre qui s'est avérée être une otite, les tragédies habituelles et les quasi-accidents, et les choses qui se résolvaient avec des sutures et des antibiotiques, et quelqu'un serrant une petite main et disant que ça allait aller. Dana passa à travers tout ça. Jess était à la station des fournitures quand Dana revint pour des gants neufs à 14h15. Elle regarda Dana avec l'expression de quelqu'un essayant de trouver comment poser une question. « Vous pouvez poser ?» dit Dana. « C'est vrai ce que Dawson a dit ?»« Sayarvale, allez seul. » L'équipe était coincée. Quelqu'un devait y aller. « Vous êtes revenu 3 fois. La 3e pour un SEAL nommé Martinez. Il n'avait pas été confirmé comme casuel. Il l'était. Dana prit le dossier de la B4. Mais il était vivant quand je l'ai atteint et vivant quand je l'ai sorti. Elle marqua une pause. Les chiffres marchaient. Jess resta silencieuse. Pourquoi êtes-vous ici ? Après tout ça, pourquoi êtes-vous ici à faire ça ? Dana regarda le dossier. Parce que les gens ont besoin d'infirmières, en urgence, en B-trauma, en petits hôpitaux sur la côte. L'adresse change. Le travail ne change pas. Jess hocha la tête. Elle comprit que c'était la réponse et que c'était complète.
À 15h40, Pierre appela du comptoir de charge. Reeves, l'amiral demande pour vous. Elle trouva Thorne dans la salle de consultation familiale au bout du couloir. La petite salle avec la boîte de mouchoirs et les chaises disposées en cercle qui ne fonctionnaient jamais tout à fait. Dawson se tenait près de la porte. Une tablette était sur la table. Rains est sorti de la chirurgie, dit Thorne en premier. Cardiothoracique a réparé la lacération péricardique, placé un drain chirurgical. Il était en soins intensifs. Il allait vivre. Elle s'assit. Thorne glissa la tablette vers elle. Son nom en haut, son nom complet, son grade. Un résumé de dossier de service qu'elle n'avait pas lu depuis le jour où elle avait signé ses papiers de séparation. Opération listée par code de classification. Elle en connaissait chacune. Les citations. L'incident de la province de Cunard. Un homme avec un artère fémorale cassée qui a survécu parce qu'elle avait refusé le calcul qui disait qu'il ne devait pas. La dernière entrée était datée de 4 ans plus tôt. En dessous, quelqu'un avait tapé la date d'aujourd'hui. Action au centre médical côtière de Harwich, 12 heures. Résultat, un opérateur préservé. J'ai besoin de votre décision, dit Thorne. Pas aujourd'hui, pas tout de suite, mais avant que nous partions. Il marqua une pause. Je peux fermer ce dossier, vous laisser retourner à être l'infirmière de remplacement d'Anna Reeves. La question de responsabilité de l'hôpital se règle par des canaux qui vous laissent intacts. Vous partez comme vous êtes entré. Ou, dit Dana, ou j'ouvre ce dossier à nouveau. Position de consultation avec la formation médicale des opérations spéciales navales. Votre licence d'infirmière reste à jour, votre statut civil intact. Vous travaillez dans les deux mondes, ce que vous avez fait sans l'appeler comme ça. Il la regarda. Dans les deux cas, vous gardez votre nom, votre vie. Je ne suis pas là pour vous traîner dans quoi que ce soit dont vous vous êtes séparés. Dana regarda la tablette. Date d'aujourd'hui, un opérateur préservé. Elle pensa à un lit de rivière en province de Cunard. 19 minutes de temps irréversible déjà derrière elle et la décision de faire la prochaine chose quand même. Elle pensa à Marguerite en B6. Veine fragile, chat non nourri, le regard sur son visage quand la perfusion était entrée juste. Une seule condition. Je reste à Harwich Coastal. La consultation s'adapte autour de mes services, pas l'inverse. Elle posa la tablette. Et je n'ai plus de flottement. Son expression changea. La reconnaissance qu'elle avait vue dans le couloir. Vous voulez une position permanente. Cet hôpital a besoin d'une infirmière trauma qui sait ce qu'elle fait. Elle le regarda. La directrice S va avoir un problème avec ça. Et trop d'amis. La directrice S a déjà plusieurs problèmes aujourd'hui qui ne vous concernent pas. La déclaration d'autorité fédérale que j'ai déposée ce matin a déclenché une revue de conformité. L'équipe arrive jeudi. Il marqua une pause. Elle sera focalisée ailleurs. L'eau, le dossier de ce matin est un dossier médical complet. Ce qu'il a commandé, ce que le moniteur a documenté, ce que vous avez fait et quand vous l'avez fait. Quiconque le lit avec soin comprend exactement ce qui s'est passé. Il se leva. Quelques conséquences n'ont pas besoin d'être administrées. Elles sont déjà dans le dossier. Il tendit la main. Elle la serra. Courte, ferme, une transaction qui signifiait quelque chose. Dawson la regarda de la porte. Il hocha la tête une fois. Le hochement qui portait une phrase complète. Reconnaissance, respect, et quelque chose dont il aurait honte de dire à voix haute. Elle lui rendit le geste. Puis elle marcha à nouveau dans l'urgence. Le service se déplaçait vers le soir. Les infirmières du jour passèrent le relais aux nuits. Les lumières fluorescentes inchangées, comme elles l'avaient et toujours été, indifférentes à l'heure. L'urgence n'avait pas de fenêtre qui importait. Sophie Martinez était à la station de travail finissant ses notes de fin de service. Elle leva les yeux quand Dana passa. Quelque chose dans son visage avait changé depuis le matin. Le recalibrage particulier de regarder quelque chose se passer et comprendre ce qui était possible. Docteur Lowe est parti, dit-elle. Il est parti à 15 heures. Dana hocha la tête. Pour ce que ça vaut, marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, ce que vous lui avez dit après.
J'ai été dans ce programme 2 ans. Je n'ai jamais vu personne dire la bonne chose à quelqu'un qui ne lui plaisait pas et ne reculait. Dana la regarda. La 2e année interne qui avait un style de présentation propre et bons instincts, et qui avait été interrompue 2 fois ce matin par un homme qui croyait que l'interruption était de l'éducation. Ça devient plus facile, dit Dana. Est-ce que ça le devient? Ah non. Mais vous arrêtez de vous en soucier que c'est dur. Elle alla dans l'armoire des fournitures et commença à ranger. Bandage, kit de cathéter, fourniture IV. Le travail des mains qui savaient toutes les choses allaient. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Maître Sergent Reeves. La voix de Reeves, rauque de sédation, mais présente. Ils m'ont donné 5 minutes. Vous devriez dormir? Je dormirai dans 1 minute. Une pause prudente. J'ai réfléchi à quoi vous dire depuis 3 ans. Depuis que j'ai appris que c'était vous qui étiez venu. Vous n'avez pas besoin de rien dire. Je sais, je veux le dire. Sa voix se stabilisa. Y vouloir dire que je vous dois quelque chose que je ne peux pas rembourser, et je le sais, et que je suis content que vous soyez là. Pas en tant que Rook, juste ici. Parce qu'avec vous, je ne serais pas mort sur cette table, et ce serait la seconde fois que vous auriez fait la différence. Je pense que ça veut dire quelque chose. Dana se tint dans l'armoire des fournitures avec sa main sur une étagère. Dormez un peu, Chief, dit-elle. Oui, madame. Une pause. Rook. Reeves, dit-elle. Un court silence. Reeves, concorda-t-il. Elle posa le téléphone. Se tint un moment dans la fraîcheur de la salle de fourniture. Les rangées ordonnées des choses qui tenaient les gens en vie dans les moments ordinaires et extraordinaires. L'odeur d'antisepsie. La quiétude particulière d'une salle qui maintenait sa température contre le reste de l'hôpital. Elle avait appris cette armoire comme elle avait appris chaque poste, complet. Comme si elle avait l'intention de rester. Elle avait l'intention de rester. Pas parce qu'elle était coincée. Pas parce qu'elle cachait. Parce que rester, bien fait, était son propre genre de mission. Elle avait été un fantôme ici pendant 4 mois, rangeant des étagères, couvrant les pauses déjeuner, se faisant donner les affectations que personne ne voulait, et les terminant sans plainte, et rentrant chez elle pour recommencer le lendemain matin. Et elle s'était dit que c'était suffisant, que la compétence tranquille était un genre de service, anonyme, et sans danger, et loin du monde qui lui avait coûté trop. Mais l'anonymat n'avait pas sauvé Rennes. L'entraînement avait. L'expérience avait. 10 ans à entrer dans des situations impossibles et choisir de faire la prochaine chose quand même. Ça l'avait sauvée. Elle ne pouvait pas laisser ça à la porte juste parce que la porte était civile. Elle ramassa le bandage et finit l'étagère. L'urgence était pleine quand elle en sortit. Nouveau service, nouveau visage. Le soir présentant ses cas particuliers. Un accident domestique, une blessure sportive d'adolescente, une femme avec une tension qu'il fallait surveiller. Le service respirait et bougeait et traitait. Dana marcha jusqu'au comptoir de charge. Pierre finissait de se déconnecter. Vous devriez être parti à 19h, dit-il. La B4 attend 40 minutes. Elle prit le dossier. Il la regarda un moment, le regard de quelqu'un essayant de placer qui elle était en train de parler. Puis il sembla décider que la réponse était assez. Bonne nuit, Reeves, dit-il. Bonne nuit. Elle marcha vers la B4. Derrière elle, l'urgence continuait. Les moniteurs bipaient. Une roue grinçait sur le lino. Quelque part dans l'unité, un enfant pleura puis s'arrêta. Les lumières fluorescentes bourdonnaient leur bourdonnement implacable et indifférent. L'odeur d'antisepsie et d'air salé, les deux en même temps, comme c'était toujours. La même urgence où elle était entrée à 7 heures ce matin. Invisible par design. Elle la traversait maintenant le dos droit et les mains stables et le badge attaché où il devait être. Pas un fantôme. Pas un secret. Une infirmière. La sienne. Il y avait une leçon dans cette salle, même si personne ne venait s'attendre à apprendre quelque chose. Pas sur la femme avec l'histoire cachée, ou l'amiral avec le dossier scellé ou la procédure qui ne pouvait pas être expliquée. Quelque chose de plus simple,
plus difficile à tenir. Cacher qui vous êtes ne vous protège pas. Ça vous coûte silencieusement chaque jour jusqu'à ce que le coup soit si familier que vous arrêtez de le remarquer. Puis un jour quelque chose marche par la porte que vous ne pouvez pas laisser mourir. Et vos mains se souviennent de ce que votre esprit a essayé d'oublier. Et vous comprenez que la chose que vous fuyez est la seule chose que vous étiez vraiment. Vous pouvez être plus qu'une chose. Vous pouvez venir du feu et choisir le calme. Vous pouvez porter un passé qui pèse plus que la vie entière de la plupart des gens, et quand même se présenter à 7 heures du matin pour l'urgence ordinaire de quelqu'un d'autre. Le poids ne disparaît pas, mais il n'a pas besoin de vous arrêter. Dana Reeves entra dans la baie 4, dossier à la main, et se présenta au patient. « Je suis votre infirmière, dit-elle. Et c'était vrai. Et tout le reste l'était aussi. La fin. Si cette histoire est restée avec vous, cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire en dessous. Je veux savoir quelle partie a le plus touché. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Abonnez-vous aux histoires de Silent Badge pour plus d'histoires sur les gens qui portent plus que quiconque ne sait et qui choisissent de se présenter quand même. Dans un monde où beaucoup choisissent de rester invisibles pour se protéger, Dana Reeves, l'infirmière flottante au centre médical côtière de Harwich, a appris une vérité simple et puissante. Le passé n'est pas un poids que l'on porte pour toujours. Il est une force que l'on peut transformer en lumière. Pendant 4 mois, elle s'était rendue invisible, traînant son chariot, avalant les insultes, étouffant les doutes, convaincue que rester discrète était la seule façon de survivre. Pourtant, quand la vie a frappé fort, un patient en tamponade cardiaque, un contre-amiral qui lisait les âmes en un regard, un homme qu'elle avait sauvé une fois dans la vallée de Cunard. Quelque chose en elle a refait surface. Ses mains ont retrouvé leur mémoire, son cœur sa fierté, et elle a choisi de ne plus fuir. Elle est devenue, en même temps, une infirmière discrète et une guérisseuse courageuse. Une vie en 2 mondes qui s'enrichissent l'un l'autre. Ce n'est pas une histoire de super-héros, mais celle d'une femme ordinaire qui a compris qu'on peut porter un passé lourd sans se briser, qu'on peut venir du feu et choisir pourtant le calme. Le poids ne disparaît pas, mais il ne doit plus nous arrêter. Il nous rend plus humains, plus forts, plus aptes à aider les autres quand ils en ont vraiment besoin. Si cette leçon vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Quel passage vous a le plus fait réfléchir ? Vous êtes où aujourd'hui ? Abonnez-vous à Silent Badge et activez la cloche pour recevoir les nouvelles histoires émouvantes qui prouvent qu'on peut toujours choisir de briller, même quand tout semble invisible.